Une professeure d'histoire-géographie a été frappée au visage par une élève de première STMG. La raison, lui avoir confisqué son téléphone portable durant un cours. On était en classe 5 minutes avant la fin et on a entendu du bruit. Il l'a tapée de toutes ses forces. Elle est tombée par terre en sang. Notre métier devient de plus en plus un métier à risque. Une agressivité, des gestes, des coups, des gifles, un étranglement effectivement, arracher les cheveux. Enfin, c'était vraiment très violent, quoi. On intervient, on prend en charge une personne qui était en danger et finalement, elle nous a mis en danger. Et menacé de mort sur Internet après une altercation avec une élève fin février. Concernant le port de son voile, le proviseur de l'établissement scolaire parisien, Maurice Ravel, a donc quitté ses fonctions pour des raisons de sécurité, selon le message envoyé aux enseignants, alors que le rectorat justifie ce départ de convenance personnelle. Alors parlons vrai. Outre les enseignants, oublions les autres catégories victimes de menaces. On pense à l'hôpital notamment, les soignants. Parlons vrai, y a-t-il une omerta dans ce domaine au nom du fameux et du triste politiquement correct ? L'administration doit-elle prendre le problème à bras-le-corps ? L'État abandonne-t-il ses agents face aux menaces islamistes ? Vous dites oui à 97%. Vous voulez réagir ? C'est le 0826 300 ou autre prendra vos appels. Et Stéphane Amar est avec nous, psychologue au service de pédiatrie, qui a été lui aussi victime de menaces de mort à l'hôpital. Bonsoir, merci d'être avec nous. En tout cas, on revient vers vous dans quelques instants. Philippe Bilger, encore. Je parlais tout à l'heure du pas de vague. On y est encore aujourd'hui. Absolument. Alors, comme depuis hier, j'ai avec d'autres beaucoup parlé de l'affaire elle-même, je voudrais simplement attirer l'attention de nos auditeurs sur 2-3 points, mais très rapidement. D'abord, je crains que malheureusement ce que vous avez très bien décrit continue et généralise. C'est très clair. Ensuite, je note que le drame, c'est que il y a des pratiques individuelles, il y a des résistances singulières, il y a des gens, hommes ou femmes courageux, qui résistent à cette fatalité du pire. Et en face, il me semble-t-il, et je pense à beaucoup d'institutions, pas seulement la médicale, pas seulement la scolaire, la judiciaire où j'étais, j'ai l'impression qu'on peut qualifier ce qui se passe de lâcheté, de dissolution des hiérarchies et des instances officielles. Et donc, ça pose un vrai problème. Et le dernier élément, et j'ai fini, c'est que je crois que la France est victime de cette perversion qui fait que ça n'est jamais celui qui dénonce le scandale qui est félicité, mais c'est celui qui, en réalité, le crée. On n'y touche pas. Plus personne ne devrait se retrouver seul quand cette personne dit le réel. Samuel Paty a été seul. Ce proviseur de lycée, il est très positif que le Premier ministre l'ait reçu aujourd'hui, car l'élève restait dans l'établissement et le proviseur était parti. Quand un magistrat dit le réel, comme à Marseille, il devrait avoir le garde des Sceaux à ses côtés. Quand un chef de service des urgences dit « on n'en peut plus, ça ne passe plus, j'ai 15 brancards dans mon couloir », il devrait avoir le ministre de la Santé à ses côtés. Or, ces lanceurs d'alerte font malheureusement trop souvent l'expérience d'une solitude qui relève d'une forme, pour d'autres acteurs, de lâcheté et le fait de ne pas se confronter à des choses très douloureuses, mais qui pourtant sont là. François de Rugy. Oui, moi je trouve ça d'autant plus dramatique. Bon, moi je suis pas neutre en quelque sorte puisque je suis fils d'enseignant et petit-fils d'instituteur. Mes parents évidemment, ça fait longtemps qu'ils sont à la retraite, mais vous avez bien tourné. On avait l'idée que en généralisant l'éducation, en permettant à des générations entières d'aller jusqu'au baccalauréat, on augmenterait bien sûr le niveau d'instruction, mais aussi, disons-le, le niveau d'éducation à tous les sens du mot, c'est-à-dire le vivre ensemble, le respect des règles, le respect d'autrui, etc. Et malheureusement, alors qu'on a mis des moyens considérables pour l'éducation nationale, on n'a jamais mis autant, eh bien, on constate cette montée des violences au cœur de l'école, mais on la constate aussi en effet à l'hôpital, on la constate même dans les guichets de préfecture, des fonctionnaires parfois se font agresser par des gens qui sont pas contents parce qu'il y a ceci, dans les postes ou des choses comme ça.
Et j'ai l'impression que malheureusement, il n'y a pas une opprobre de l'ensemble de la population par rapport à ces comportements violents. Et que les personnes qui sont victimes doivent se justifier. Et que les condamnations sont souvent faibles pour les agressions contre les agents publics. Mais ça peut être pareil, évidemment, pour des agents d'entreprises privées qui sont au contact du public. Moi, je pense que face aux limites de l'éducation, de la transmission des valeurs, la transmission du respect, il faut que la justice sévisse plus sévèrement sur tous ces actes de violence. Stéphane Amar, vous êtes psychologue en service de pédiatrie, vous avez été victime de menaces de mort à l'hôpital. On parle beaucoup, évidemment, suite au drame qu'il y a eu, on parlait de Samuel Paty et également à Arras, des 2 enseignants assassinés. L'hôpital n'est pas protégé du tout des menaces. On parle souvent, par exemple, des maris qui refusent qu'un gynécologue homme ausculte leur femme ou la fasse accoucher. Et vous avez été également victime de menaces. Oui. Je pense à ce titre que c'est important de faire quand même une hiérarchie des violences, même si évidemment elles sont toutes condamnables. Je pense qu'on a tous les degrés à peu près aujourd'hui, et dans tous les secteurs, comme vous disiez, du service public, et même pas que public d'ailleurs, puisque quand mon histoire est arrivée, c'était vraiment juste après l'histoire du professeur Samuel Paty, mais aussi après l'histoire qui a été très peu médiatisée, mais quand même, d'une psychologue qui elle-même s'était fait tuer dans son cabinet par le grand-père d'une jeune fille pour laquelle elle avait aussi, comme moi, fait une information préoccupante. Donc vous imaginez bien les résonances que ça a pu avoir pour moi. Pour des faits d'inceste ou de pédophilie, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'accord. Donc voilà, on fait notre travail. D'ailleurs, c'est une obligation de faire une information préoccupante dans certaines situations. Et la folie du truc, c'est qu'on est obligé de prévenir les parents quand on fait une information préoccupante. Donc je suis allé voir cette maman pour lui dire, et effectivement j'ai eu droit là en public à des menaces de mort claires et nettes, et j'avais dans un coin de mon esprit le souvenir que la jeune fille que je suivais et pour laquelle j'ai fait cette information préoccupante, que cette jeune fille donc m'avait dit qu'elle avait un cousin qui revenait de Syrie, du djihad. Donc j'avoue que ça a été un petit peu compliqué. Oui, en effet. Comment vous êtes soutenu? Alors j'imagine qu'autour de vous, ou vos collègues, ou est-ce qu'il y a une machine qui se met en marche? Alors, pour le coup, je pense qu'il faut aussi remettre dans le contexte. Encore une fois, il n'y avait pas toute la médiatisation d'aujourd'hui, donc je mets ça au crédit de mon administration. Mais c'est vrai, par exemple, que j'ai demandé à changer de bureau, le mien a été fléché. Je n'en ai jamais eu d'autre. Voilà. Je craignais évidemment, je recevais des enfants en consultation, je craignais pour eux et pour moi. À l'époque, je rappelle qu'on demandait le vaccin Covid, mais qu'on fouillait pas les sacs avec une éventuelle Kalachnikov dedans. Donc les endroits publics ne sont pas sécurisés. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça serait quand même une question à se poser. C'est sûr que ça n'est pas agréable, mais c'est un fait que beaucoup d'endroits maintenant nécessitent une protection potentielle. Oui. Bien sûr. Est-ce que vous voyez dans ce qui s'est passé avec vous, et plus généralement, quelque chose qui relève, pour aller vite, de l'immigration, du djihadisme, de gens qui ne supportent pas notre société dans tous ces secteurs professionnels, ou est-ce que vous voyez plutôt, comme j'ai cru comprendre François tout à l'heure, une usure presque fatale de nos sociétés qui ne comprennent plus ce qu'est le savoir-vivre? J'aurais envie de dire les deux, mon général. C'est-à-dire que c'est la rencontre, justement, il me semble, en tout cas, de ces deux phénomènes, de ces deux faits de société, qui font que, finalement, les repères régner dans les relations entre chacun, ne sont plus là, et que finalement, en effet, on ne fait plus la différence entre les différentes formes de violence, on ne fait plus la différence, comme vous disiez très bien, par rapport à ce qui fait autorité. Il n'y a plus de feu rouge, et tout est traité au même niveau, j'ai envie de dire. Sur des plans identiques, que ce soit vous, François Georgi, en tant qu'ex-ministre ou ex-président de l'Assemblée nationale, ou même vous, Olivier d'Artigol, dans vos ex-fonctions, est-ce que vous avez été amené parfois à être agressé, voire menacé?
Alors, agressé, moi j'ai été enfariné un jour. Alors, il y a des gens qui considèrent que c'est drôle. Moi, je considère que c'est une forme de violence. C'est une forme de violence, il n'y a pas de problème. La justice, puisque j'ai déposé plainte, a dit à la personne qu'elle avait été condamnée à un stage de citoyenneté. Je laisse à chacun. Ça va la persuader. Voilà, juger. Et cette personne qui a eu une pétition de soutien de la part de collègues de travail et de syndicalistes dans une grande entreprise publique. Mais passons, c'est pas mon cas personnel. Globalement, je me suis pas senti menacé, même si des gens sont venus un jour manifester sous mes fenêtres à mon domicile privé en 2013, donc bien avant que je sois ministre, où par ailleurs ma maison a été taguée aussi, etc. Mais moi, surtout, c'est par rapport aux agents publics. Et encore une fois, je pense en effet, comme ça vient d'être dit, qu'il y a une addition de phénomènes. Il y a en effet des phénomènes liés à des conceptions culturelles, on va dire, liées au respect de la règle ou autres, qui sont différentes aux relations hommes-femmes. Il faut quand même le dire. C'est évident que ce qui a été dit sur les consultations médicales, moi j'ai eu un témoignage il y a déjà très longtemps d'une directrice d'école de ma circonscription qui m'a dit il y a des pères d'élèves qui refusent de me serrer la main, qui refusent de me regarder quand je leur parle alors qu'on parle de leur enfant, ou qu'il y a des enfants endoctrinés qui refusent de pratiquer les gestes de premier secours, enfin les apprentissages des gestes de premier secours à l'école élémentaire, parce que ça veut dire toucher le corps, un garçon va toucher le corps d'une fille ou ce genre de choses. Bon, voyez, ça c'est des phénomènes malheureusement que l'on connaît. Il y a aussi, il faut le dire, par exemple à l'hôpital de Nantes, je sais que c'est régulièrement un problème, des agressions à l'accueil, des urgences par des familles roms qui considèrent qu'elles doivent passer devant tout le monde. Voilà. Mais il y a aussi des phénomènes de violence contre l'autorité publique. Il y a des agents, par exemple, du ministère de l'écologie qui se font agresser parce que tout simplement ils font respecter les règles par rapport à des dépôts de déchets sauvages. On a eu un maire qui est mort. Vous vous souvenez, un maire qui est mort parce que quelqu'un a reculé violemment avec sa voiture. Le maire venait de dire à cette personne, vous n'avez pas à décharger des déchets à cet endroit-là. Un dépôt sauvage d'ordures, c'est interdit. Et il voulait faire tout simplement respecter la règle, et qui est en plus une règle de bon sens. Donc ça, et moi ça m'inquiète beaucoup, par exemple, de voir les maires qui jusqu'à présent, les maires MAIRES, qui jusqu'à présent étaient plutôt respectés par les citoyens, on va dire, dans les différents élus, ils étaient plus respectés que d'autres élus. Aujourd'hui, qui sont aujourd'hui attaqués. On parlait des éoliennes tout à l'heure. Il y a une femme maire en Loire-Atlantique qui a été attaquée dans une réunion publique sur des éoliennes, tout simplement parce qu'il y a des gens qui étaient tellement contre les éoliennes qui venaient à s'en prendre physiquement à l'élu. Bon, mais dans d'autres endroits, c'est autre chose. Ça, je pense qu'il faut qu'il y ait des sanctions judiciaires prononcées par la justice qui soient beaucoup plus fortes. Et au regard de ce que dit François, vous verrez qu'il y aura lors des prochaines élections municipales, c'est déjà arrivé sur des scrutins antérieurs, une crise de vocation avec des territoires où même dans la ruralité, dans l'urbain, où il n'y aura pas de personnes voulant, il n'y aura plus de candidats, parce que moi j'ai quelques copains qui exercent ce mandat et qui me disent mais on gère au quotidien tout ce qui aujourd'hui dans la société est en train de bouillonner, société cocotte minute, et des fois sur des conflits ou de voisinage, où chacun dans son quant à soi, dans sa frustration ou dans son individualisme, où ça devient pour des fois des pécadilles, ça prend des proportions folles. Et il y a y compris des maires qui sont aujourd'hui accompagnés par des psychologues pour tenir jusqu'à la fin du mandat, mais qui disent après j'arrêterai. Mais il y a des administrations qui ont des problèmes à l'accueil, parce que plein de gens ne veulent les plus pompiers, l'accueil. quand même, il faut s'imaginer que des gens agressent des pompiers. C'est-à-dire les pompiers qui viennent sauver des vies, qui viennent secourir des gens. Moi j'ai vu le cas à Nantes en 2018, des personnes qui avaient appelé les pompiers parce qu'un de leurs amis a été grièvement blessé, qui s'en sont pris aux pompiers. Et ça, c'est pas nouveau, ça fait des années. Protégés par les policiers. Et là, je crois, et ce qu'a dit monsieur est quand même très intéressant, le fait qu'il n'y a pas assez de mesures de protection des agents. Par exemple, le signalement, enfin vous avez parlé les situations préoccupantes. Dire que peut-être il faut changer la loi pour que les fonctionnaires qui, dans leur rôle, dans leur métier, le font, et moi je pense qu'ils ne le font pas assez d'ailleurs souvent, on ne prévienne pas immédiatement les personnes qui pourraient s'en prendre à eux, et que donc s'il faut changer la loi là-dessus, qu'elle soit changée. Stéphane, pas grand-chose. Stéphane Amar, est-ce qu'on a pris la mesure de ce qui se passe dans d'autres administrations que l'éducation nationale, comme l'hôpital aujourd'hui au plus haut sommet de l'État ? J'en suis malheureusement pas sûr. Une information chassant l'autre, finalement, c'est toujours la dernière qui reste la préoccupation du moment. Mais
à mon sens, ne regarde pas les choses dans leur ensemble. Et qu'on devrait se poser vraiment de vraies questions sur la situation, la mise en danger, en effet, de professionnels. Moi, j'avoue que j'ai eu la chance de ne pas être victime, mais j'ai vraiment cru l'être très longtemps. Et au point qu'aujourd'hui, ça me rend très difficile d'aller à l'hôpital. Enfin, je n'arrive même pas à le concevoir. Donc, mais voilà, ça a un impact quand même très important. C'est sur la psyché, oui, déjà. Et on a beau être psychologue, ça n'en a pas moins. Voilà, donc. Merci beaucoup en tout cas Stéphane Amar pour votre témoignage. Merci psychologue en service pédiatrie. Merci beaucoup Philippe Bilger. On vous retrouve demain. Merci François de Rugy. On attend vos dates. Merci Olivier d'Artigol. Au revoir. Au revoir. Non mais quand vous dites ça, il faut vous se lever et reculer. Voilà. C'est loin. Et attention, il n'est jamais revenu après. Malgré